que disent les articles L41, 21.1 et suivants du Code du travail? Eh bien, ils ne mettent pas à la charge de l'employeur le devoir d'éviter, évidemment, la survenance de tous les accidents du travail ou de toutes les maladies professionnelles. Malheureusement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais en revanche, ils mettent à la charge de l'employeur l'obligation de s'assurer par tous les moyens possibles qu'il a diminué et au possible fait disparaître l'ensemble des risques, des situations dangereuses qui sont susceptibles d'amener à la survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Autrement dit, l'employeur, qui ne peut évidemment pas empêcher toute survenance d'accident de travail ou de maladie professionnelle, sera néanmoins responsable s'il n'a pas pris toutes les mesures de prévention, d'information et d'organisation préalable pour éviter ces accidents et ces maladies. Ces mesures, elles sont au fond d'une signification très simple. L'employeur doit analyser tous les processus de travail, toutes les activités professionnelles en son sein. Et par cette analyse, il doit faire la liste de toutes les situations potentiellement dangereuses. Cette analyse doit être conduite, non pas par l'employeur tout seul, mais par l'employeur et ses agents, et ses salariés, et les organisations représentatives du personnel. C'est un travail collectif. Une fois que cette analyse est réalisée, elle doit donner lieu à des mesures correctives, des mesures de prévention. On réorganise l'activité professionnelle en permanence, en fonction des dangers qui émergent pour les salariés. Évidemment, ce cadre juridique a eu une importance toute particulière pour les risques psychosociaux. Alors, dans l'application de cette obligation de sécurité, qui résulte donc de la directive de 1989 et aujourd'hui codifiée dans le Code du travail, on parle aujourd'hui essentiellement en matière de risques psychosociaux de situations d'épuisement professionnel, de burn-out, et qui sont causés par des agissements bien souvent relevant du harcèlement moral. Ces qualificatifs, qui sont apparus au début des années 2000, par le biais de la loi de modernisation sociale de 2002, sont des qualificatifs modernes, ils sont récents. Pour autant, l'obligation de sécurité a en réalité un champ d'application beaucoup plus large. Elle concerne des agissements qui sont définis par des jurisprudences, en tout cas en droit public, qui sont beaucoup plus anciennes que la loi de modernisation sociale et la création des infractions spécifiques de harcèlement moral ou sexuel. Ces qualifications séculaires de droit public ont toujours permis au Conseil d'État, au juge administratif, de reconnaître la responsabilité des employeurs administratifs quand les agents subissaient des comportements abusifs dans l'exercice de leurs fonctions. Et aujourd'hui encore, parallèlement à la création des qualificatifs spécifiques de harcèlement, elles subsistent, ces qualifications séculaires, anciennes, et elles sont toujours applicables en droit positif, et elles concernent donc le champ d'application, le champ de la vigilance de l'employeur public face aux mécanismes abusifs qui relèvent de son obligation de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Une première qualification séculaire issue de la jurisprudence administrative, c'est la perturbation de la charge de travail du fonctionnaire, soit une privation de fonction, soit une surcharge de fonction. Il a toujours été reconnu que le fonctionnaire a, dans l'exercice de son activité, le droit d'occuper un emploi permanent correspondant à une charge de travail normale. Et le juge administratif a toujours sanctionné les situations dans lesquelles l'agent faisait l'objet d'une privation de fonction, c'est-à-dire qu'il n'était pas affecté à une activité correspondant à un emploi permanent à temps plein. Quand bien même, d'ailleurs, il était rémunéré et il avait un titre professionnel.
ne change rien au fait que l'employeur est obligé de fournir à son agent des fonctions concrètes. Et puis inversement, a toujours été sanctionné en jurisprudence la surcharge de fonctions. Un employeur qui affecte son agent public à des fonctions qui sont excessives et qui dépassent un temps plein ne peut le faire qu'en cas de nécessité liée à l'intérêt général, et si cette situation est provisoire. Au-delà d'un certain délai, si cette situation s'installe et se pérennise, elle devient anormale et fautive. Elle n'est plus excusable par les nécessités d'intérêt général. La jurisprudence administrative a toujours sanctionné, par ailleurs, les comportements vexatoires ou humiliants, indépendamment des qualifications spécifiques de harcèlement moral, et indépendamment d'ailleurs du fait que les comportements vexatoires et humiliants font souvent partie du harcèlement moral ou sexuel. Eh bien, le simple fait pour un supérieur hiérarchique, ou pour des collègues, ou parfois pour des subordonnés, d'agir à l'encontre d'un fonctionnaire de manière vexatoire ou humiliante est en soi une faute qui engage la responsabilité de l'administration. Il a été reconnu en jurisprudence que des comportements vexatoires et humiliants peuvent consister par exemple à isoler quelqu'un dans un bureau tout seul, à le priver des moyens matériels nécessaires à l'exercice de ses fonctions, lui retirer sa ligne téléphonique, à observer à son encontre une attitude différente de celle de ses collègues, ne plus l'inviter aux réunions, et parfois c'est du détail. Par exemple, si l'agent n'est plus invité au restaurant avec ses collègues, ou si a circulé un mail dans le service qui invitait tous les agents pour le pot de départ de l'un des collègues, et que une seule personne n'a pas été invitée. Eh bien, toutes ces situations, relevant parfois, et souvent d'ailleurs même des gestes de la vie courante, sont susceptibles de se voir reconnaître un caractère fautif. Alors, évidemment, il peut être difficile de caractériser et de prouver ces agissements vexatoires et humiliants qui, dans un certain nombre de situations, se déroulent de manière informelle. Ça peut être une attitude, une gestuelle, ou des propos qui ne sont pas forcément consignés par écrit. Mais dans un certain nombre de situations, c'est dans le fonctionnement des échanges écrits électroniques, des mails, des comptes rendus de réunion, des invitations, de tout ce qui se fixe par écrit dans les échanges entre les collègues au sein du service, que l'on va pouvoir démontrer qu'une personne, en particulier, a progressivement disparu de ces échanges, et que cette disparition est la preuve d'agissements qui visent à l'écarter abusivement de la vie collective du service. Un qualificatif séculaire très important, c'est la discrimination. La discrimination, on en parle beaucoup depuis essentiellement une dizaine d'années en droit positif, parce qu'elle a fait son entrée dans les textes de loi, en droit du travail et en droit de la fonction publique. Mais en réalité, la discrimination est un qualificatif jurisprudentiel qui existe depuis très longtemps dans le droit de la fonction publique. Dans les grands arrêts de la jurisprudence administrative, on compte en particulier un arrêt d'assemblée qui a été rendu en 1954, dans la situation d'un fonctionnaire qui s'appelait M. Barrel. Et M. Barrel, qui candidatait au concours d'entrée à l'ENA, a été écarté, et sa candidature a été écartée en raison de ses opinions politiques, à une époque où le paysage politique français, en pleine guerre froide, était polarisé entre des opinions très hostiles les unes aux autres. Et M. Barrel, concrètement, était sympathisant du Parti communiste français. Le Conseil d'État a formellement reconnu, par cet arrêt d'assemblée, rendu en 1954, que la situation
dont avait fait l'objet M. Barrel, le traitement de sa candidature à l'entrée à l'École nationale d'administration, était fautive, parce qu'elle traduisait l'adoption d'une décision défavorable prise en raison de ses opinions politiques. Et c'est exactement la définition d'une discrimination. Attention, le Conseil d'État n'utilise pas dans l'arrêt Barrel le terme discrimination, mais en réalité, il se livre déjà, à cette époque-là, à une analyse exactement similaire à celle que l'on a aujourd'hui pour rechercher et définir les situations de discrimination. Il met en évidence un traitement défavorable, essentiellement motivé par la prise en compte d'un critère illégal. Et ça, c'est une discrimination. Un second arrêt très important dans la lutte contre les discriminations et dans le contentieux de la discrimination, c'est l'arrêt Perreux, rendu en 2009 par le Conseil d'État à nouveau, qui définit un régime probatoire rééquilibré. Qu'est-ce que c'est qu'un régime probatoire rééquilibré? C'est le fait, pour le juge administratif, d'accepter que le requérant, l'agent qui se plaint d'être victime d'une discrimination, n'est pas à apporter la preuve de cette discrimination, mais uniquement la preuve de faits laissant présumer l'existence d'agissements discriminatoires, d'agissements présomptifs. Et face à ces agissements présomptifs, l'administration a une obligation de preuve en défense renforcée par rapport à son obligation habituelle. Elle doit démontrer que chacune des présomptions apportées n'est pas la présomption d'un agissement discriminatoire, mais qu'en réalité tous ces faits sont susceptibles d'être rattachés au fonctionnement normal du service. Alors ce rééquilibrage de la charge de la preuve est très important, parce que dans la majorité des cas, les fonctionnaires qui se trouvent en situation de discrimination sont confrontés à des agissements qui peuvent recevoir plusieurs explications alternatives. Le juge va tenir compte de la réaction de l'administration en face. Si elle ne se défend pas, si ces explications ne sont pas convaincantes, la présomption apportée par le fonctionnaire se transforme en fait. Un qualificatif séculaire de la jurisprudence administrative, très important pour le cadre juridique de lutte contre la souffrance au travail dans le secteur public, c'est celui de la sanction disciplinaire déguisée. Normalement, quand on fait l'objet d'une sanction, en tant que fonctionnaire, on est prévenu à l'avance, parce que l'employeur a une obligation d'information dès le déclenchement d'une procédure disciplinaire. Quand cette procédure disciplinaire est déclenchée, on en est informé parce que l'on doit pouvoir exercer ses droits de la défense. Ça veut dire que l'administration a l'obligation de mettre à disposition de l'agent toutes les pièces censées démontrer la commission d'une faute disciplinaire, en l'informant qu'il risque de faire l'objet d'une sanction disciplinaire, et en lui laissant la possibilité de se défendre dans un délai utile, qu'il y ait par ailleurs ou pas réunion d'un conseil de discipline pour avis. Ces obligations fondamentales doivent permettre que se tienne un débat contradictoire sur l'existence ou pas de cette sanction entre l'administration et son agent, et doivent permettre à l'agent de présenter des observations en défense par lesquelles il va pouvoir, de son côté, exposer sa situation individuelle, ses propres arguments, ses propres preuves, et ce n'est qu'à l'issue de cet échange contradictoire que l'administration peut statuer sur une éventuelle sanction. Ce sont des obligations astreignantes pour l'administration, qui l'obligent à réagir dans le respect de l'état de droit et de la sécurité juridique de la relation d'emploi. Elle ne peut retenir que des faits prouvés contre le fonctionnaire. Elle doit tenir compte des informations données par le fonctionnaire. Et évidemment, in fine, elle doit, le cas échéant, renoncer à sanctionner un fonctionnaire qui s'est correctement défendu. Il arrive régulièrement que les administrations, face à ces obligations contraignantes, préfèrent le chemin de traverse et préfèrent adopter ce que l'on appelle une sanction déguisée. Elle n'ouvre pas de procédure disciplinaire. Formellement, elle ne manifeste pas d'intention de sanctionner l'agent, de le sanctionner disciplinairement.
Mais néanmoins, face à un comportement qu'elles estiment fautif, elles vont en rétorsion adopter une mesure défavorable. Ce sera par exemple une mutation, une baisse de prime, un déplacement physique au sein des services, ou la diminution des attributions et des responsabilités du fonctionnaire. Par exemple, la perte de capacité d'encadrement de subordonnés. Toutes ces mesures seront formellement prises pour l'intérêt du service. On dira aux fonctionnaires que l'on a voulu corriger un dysfonctionnement du service. Mais comme elles sont corrélées à des reproches qui lui sont faits, et qu'elles se tiennent en parallèle d'une situation de conflit avec l'administration, elles sont susceptibles de se voir reconnaître la qualification de sanction disciplinaire déguisée. Et une sanction disciplinaire déguisée, si elle est reconnue comme telle par le juge, est forcément illégale. Parce que l'agent doit faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Non pas parce que l'administration doit systématiquement sanctionner les manquements, mais parce qu'elle doit conserver un devoir de loyauté et de transparence à l'égard de son agent. Elle doit l'informer, honnêtement et directement, des reproches qu'elle lui fait et de son intention de le sanctionner. Elle n'a pas le droit d'adopter des mesures de vengeance ou de rétorsion, tout en formellement renonçant à une sanction.